Bonjour les gars et les filles. En ce 16 décembre, révolution industrielle, oui, c'est celui-là. En ce 16 décembre 2020, déjà, dernier cours avant les vacances de Noël. Nous introduisons aujourd'hui un nouveau module, le module 15, la révolution industrielle. Le module qu'on vient de terminer, c'était l'époque des révolutions. D'accord? C'était l'époque des révolutions. C'était des révolutions politiques. Révolution française, révolution glorieuse, indépendance américaine. Ici, par contre, c'est une révolution différente, mais encore plus profonde. D'accord? C'est un changement encore plus radical qu'une révolution politique. C'est une révolution du mode de vie. C'est-à-dire que ça change la façon que les humains vivent. D'accord? L'industrialisation, de facto, nous a tous beaucoup plus enrichis. Aujourd'hui, si vous y pensez bien, nous sommes plus riches que les nobles de Versailles. Les nobles de Versailles étaient des privilégiés au XVIIe siècle. D'accord? C'était des gens qui vivaient dans belles maisons, peut-être leur maison, notre maison, n'est pas aussi décorée, si pas fastueuse que la cour de Versailles. Mais ils étaient bien habillés, bien nourris, participaient à beaucoup de fêtes, et ils avaient beaucoup de spectacles, comme nous, comme quelqu'un qui est de la classe moyenne aujourd'hui. D'accord? Et pourtant, aujourd'hui, d'un point de vue financier, je ne pense pas qu'on est riche en comparaison aux standards de notre époque. Mais en termes de produits et de services que nous avons, oui, nous sommes riches comme les nobles de Versailles à l'époque. D'accord? Pourquoi ceci? Parce qu'il y a eu la révolution industrielle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de produire énormément. D'accord? Pourquoi? Parce que les machines travaillent pour nous, les robots travaillent pour nous. Donc, nous avons beaucoup de produits et de services. D'accord? Donc, la révolution industrielle ou l'industrialisation, c'est une des plus grandes inventions de l'humanité. Moi, je dirais que c'est la deuxième grande invention de l'humanité. Quelle était la première? L'agriculture. Hein? L'agriculture a changé le mode de vie. Les nomades sont devenus sédentaires. Et l'industrialisation aussi a changé le mode de vie. Pour vous donner encore un exemple, comment on serait ici s'il n'y avait pas eu l'industrialisation? Si on recule de 3 siècles en arrière. Aujourd'hui, vous êtes une trentaine, ici vous êtes 29, il y aurait seulement 3 ou 4 qui auraient le privilège de pouvoir étudier à votre âge. La plupart des gens seraient déjà au travail. La plupart à la campagne, quelqu'un dans un atelier, comme apprenti dans un atelier d'artisan. D'accord? On n'aurait pas le choix, on n'aurait pas les ressources de permettre à des gens, la plupart des familles n'auraient pas les ressources de permettre à des jeunes de votre âge d'étudier. Parce qu'il fallait travailler pour produire le nécessaire pour vivre. D'accord? Et puis, vous aurez seulement dans votre garde-robe 2 ou 3 chemises, un seul paire de souliers, d'accord, un seul pantalon, une jupe, une seule robe, d'accord. Et si vous arrivez qu'ici, comme moi, il faudrait mettre des patchs si on use les coudes, d'accord, et les vêtements, on les utilise jusqu'au bout parce que ça coûte cher et ça demande énormément de travail. Donc, comme vous voyez, l'industrialisation a changé notre mode de vie. Nous a donné beaucoup plus de produits et de services. Okay? Cependant, on verra dans ce module, l'industrialisation a eu un impact énorme aussi sur l'organisation de la société, a bouleversé tous les anciens systèmes, okay? A créé des conflits profonds et a créé aussi de nouvelles classes sociales. Et en particulier, c'est la réalité sociale que nous allons explorer, les classes sociales. D'accord? Facile à intuire. Quelle est la classe sociale qui commence avec les ouvriers? D'accord? Une nouvelle classe sociale qui avant n'existait pas, maintenant. La ligne du temps que vous ferez, et si vous n'avez pas fait encore la ligne du temps
de l'époque de révolution faite là. Ligne du temps de la révolution industrielle, et ça sera de 1700 à 1900. D'accord? Le début de la révolution et tout l'impact dans la société. Question dans l'introduction? Alors, je voudrais que vous gardiez une idée. La révolution industrielle, quel est l'élément le plus important à changer? Adam? Le mode de vie. D'accord? C'est une révolution du mode de vie. Alors que révolution industrielle 1, facteur de déclenchement. Quelles sont les conditions réunies qui, à un moment donné, ont fait en sorte qu'en Angleterre, au XVIIIe siècle, on commence rapidement à s'industrialiser. On va d'abord voir la situation un peu de ce XVIIIe siècle dont on a déjà parlé. Croissance démographique. L'Europe, entre 1700 et 1800, pendant un siècle, a doublé sa population. Ils étaient 100 millions d'habitants en 1700 et ils deviendront 200 millions en un siècle. D'accord? Quels sont les éléments qui ont permis cette augmentation? Alors, le premier élément, c'est typique de l'histoire. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Oui, bonjour, que j'arrête l'enregistrement un instant. Donc, le premier facteur qui fait augmenter la population, c'est toujours la nourriture. La nourriture, la production agricole. Au XVIIIe siècle, nous l'avons déjà dit, hein, il y a eu une augmentation de la production agricole. Mais pas seulement. Il y a eu aussi une amélioration des conditions d'hygiène. C'est à cette époque que les villes vont se doter de deux systèmes fondamentaux, les aqueducs et les égouts, que les Romains avaient déjà pour leurs grandes villes, et puis les villes Moyen-Âge n'avaient pas. D'accord? Et c'est au XVIIIe siècle que, par exemple, on a inventé un instrument qui est dans toutes nos maisons et auquel nous utilisons plusieurs fois par jour, que c'est le bol de toilette. Non? Imaginez comment c'est utile. Avant l'invention du bol de toilette, il fallait utiliser des pots et puis sortir avec les pots pour aller jeter le contenant, le contenu, je ne sais pas où, quelque part. D'accord? Puis, une autre chose, c'est l'amélioration de la médecine. La médecine fait de gros pas en avant, notamment la vaccination, dont un thème d'extrême actualité, on confie tous dans la vaccination. Le métier des sages-femmes, celles qui aident les femmes à accoucher, donc on va réduire la mortalité infantile et la mortalité des femmes aussi à l'accouchement. L'accouchement n'a jamais été facile. L'amélioration des hôpitaux. Et pour les premières fois, on voit les médecins des familles. Et donc, même les personnes les plus pauvres dans certains pays ont droit à recevoir des services du médecin des familles. Un autre élément qui favorise la croissance démographique, c'est l'amélioration des habitations. Les maisons qui d'abord étaient en bois vont être construites en pierre et le toit qui avant était en paille, maintenant, ça sera en tuiles. Et en tuiles, les tuiles rouges qu'il y a en Europe sur les toits des maisons. D'accord? Donc, voilà que les gens mieux nourris, plus propres, mieux soignés et mieux abrités, les gens vont vivre plus longtemps, la mortalité infantile va chuter, et puis on a plus de ressources pour avoir des enfants, et la population redouble en un siècle. Il y a des questions? Développement agricole, deuxième mot-clé. Donc, en particulier, les nouvelles cultures qui améliorent la condition des gens, ce sont les patates et le maïs. Patates et maïs, que vous savez, ça vient de l'Amérique, en origine, ces cultures-là, mais c'est au XVIIIe siècle qu'ils sont massivement cultivés
en Europe. Mais il y a aussi des meilleurs systèmes de rotation. Normalement, on cultivait du blé une année sur deux pour question d'épuisement du sol. Maintenant, on fait du blé une année sur trois et on introduit là aussi de nouvelles cultures, celle du trèfle et celle du navet. Donc, normalement, un champ est cultivé une année à blé, une année à trèfle, une année à navet. Or que les trèfles, est-ce qu'on les mange, les trèfles? Et pourquoi ils cultivent le trèfle? Pour la chance. Pour trouver pas pour ça, oui. Oui, la rotation enrichit le sol, mais qu'est-ce qu'on a fait du trèfle? Oui. Oui. Akin? Non, on ne fait pas de médicaments avec le trèfle. Adam? Non, aussi, mais ce n'est pas le miel. Oui. Oh, avec du trèfle, on fait du fouet. On fait sécher, on le coupe, on fait sécher, c'est l'alimentation du bétail. Donc, c'est encore indirectement pour l'alimentation humaine. D'accord? Le navet, hein, c'est bon pour faire des soupes. D'accord? C'est pas aussi bon comme, aussi nourrissant que les autres, mais en fait. Et de nouvelles techniques agricoles, comme par exemple la charrue en fer, qui rentre plus profondément dans le sol, déjà inventée au Moyen-Âge, mais diffusée au XVIIIe siècle. Et surtout, on impose des réformes aux paysans, parce que les paysans sont assez conservateurs et n'aiment pas beaucoup changer. Mais ces souverains éclairés de l'époque vont imposer certaines réformes dans l'agriculture, que l'agriculture produira plus. Charrue en fer, la charrue. Est-ce qu'il y a des questions? Enclosure, troisième mot-clé. C'est un mot en anglais. On pourrait traduire en français clôture, système de clôture. D'accord? Mais ce phénomène, on le nomme en anglais parce qu'il a eu lieu en Angleterre, dans la première partie et vers la moitié du XVIIIe siècle. On va voir en quoi ça consiste. Ça consiste que les Anglais, ceux qui vivaient à la campagne, avaient comme ressource principale l'élevage. L'élevage des moutons et aussi des bovins, mais surtout des moutons, des ovins. Alors que les terres qui étaient autour des villages n'avaient pas un propriétaire spécifique, étaient propriété collective de tous les villages, les gens laissaient paître leurs animaux. Mais dans cette foulée de réformes agricoles, il y a des gens qui décident de se dédier plus directement à l'agriculture et moins à l'élevage. Mais pour faire cela, il faut qu'il leur appartienne une terre en particulier. Et alors, qu'est-ce qu'ils font dans plusieurs villages? Ils se séparent ces terres-là. Ils lotisent les terres, d'accord? Ils les séparent. Ça veut dire que ça, c'est ma terre, ça, c'est ta terre, ça, c'est sa terre, d'accord? Ils s'approprient des terres. Certains continuent à faire l'élevage comme avant et laissent les terres toutes ouvertes. Mais ceux, par contre, qui pratiquent l'agriculture, comme aux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils clôturent. Parce que les moutons ne doivent pas rentrer. Si tu cultives, ils vont brûler. Donc, ils font la clôture et commencent à cultiver. Et les choses leur vont bien. Ils vendent leurs produits, ils se font de l'argent. Et peu à peu, ils vont acheter les terres des autres et élargir leur culture. Donc, il y a certains qui s'enrichissent par la pratique de l'agriculture, mais il y en a d'autres qui restent sans ressources. D'accord? Ils n'ont plus leurs terres. Les terres pour pâturer sont de moins en moins. D'accord? Et donc, ces gens-là se trouvent avec un certain montant d'argent parce qu'ils ont vendu les terres, mais n'ont plus de travail. Alors, si à la campagne, quelqu'un n'a plus de travail, où est-ce qu'il va chercher sa chance? En ville. Et donc, ceci a favorisé un phénomène d'urbanisation, c'est-à-dire des gens qui vont de la campagne à vivre à ville. Et quand ils arrivent en ville, ils se cherchent un travail. Cet ensemble de personnes
ça sera la main-d'œuvre disponible en ville pour ceux qui ont des entreprises industrielles pour les embaucher. Ça va être la main-d'œuvre disponible qui permettra un des facteurs déterminants pour le déclenchement de l'industrialisation. Parce que les usines avaient besoin de main-d'œuvre. Et là, ils en avaient. C'est clair pour tout le monde? Des questions? Alors que la révolution industrielle, on va la définir, la révolution industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire tout d'abord que c'est quelque chose qui commence en Angleterre en 1750. Il y a un camp clair, les historiens s'entendent. Au milieu du XVIIIe siècle, en Angleterre, beaucoup d'investisseurs vont construire des usines et mettront en marche ce phénomène qu'on appelle l'industrialisation. Comment définir alors l'industrialisation? Prenez bien la note. C'est la transformation de la production. Il faut produire des chaises, il faut produire des vêtements, il faut produire toutes les choses dont nous avons besoin. D'accord? On transforme la production d'artisanal à mécanique. La production artisanale, donc l'industrialisation, c'est la transformation de la production d'artisanal à mécanique, à mécaniser. Production artisanale, c'était l'ouvrier, l'artisan qui, pour faire des souliers, devait prendre le cuir, le couper, d'accord, le travailler, le coudre, faire des incisions, et ça demandait un certain temps de travail. Faire des souliers, c'était toute la journée le travail d'un artisan. Maintenant, ceux qui coupent le cuir, ce sont des machines. Et les font beaucoup plus rapidement. Des machines qui ont tout un système d'engrenage et qui ont une source d'énergie qui les fait bouger. Les fait bouger les machines. D'accord? Ce n'est pas l'énergie humaine qui fait bouger les machines. D'accord? On les fait. Oh, en effet, si vous y pensez, il y avait une machine qui était déjà très populaire, inventée au Moyen-Âge et qu'il y avait dans toutes les seigneuries. Quelle était cette machine? Oui. Oui. Hakim? Le moulin. Le moulin. D'accord? Le moulin utilisait deux types de sources d'énergie. Ou l'énergie du vent, ou bien l'énergie de l'eau qui coule. Et là, ils ont dit, mais on peut utiliser l'énergie de l'eau comme un moulin aussi pour faire le filage, prendre la laine et faire les fils et puis le tissage. D'accord? Sauf que le moulin, c'est facile. Il y a une roue qui tourne et qui écrase les graines. Ici, ça prend tout un système d'engrenage, des systèmes assez complexes, une machine qui fasse tous les mouvements que les femmes font pour faire le filage et le tissage. C'est l'industrialisation, la mécanisation. Quels sont les deux premiers secteurs de l'industrialisation? D'accord? Un, on vient de dire que c'est le textile, c'est-à-dire que les premiers qui ont inventé, qui ont utilisé les machines pour produire, c'est pour faire le filage et le tissage. Et puisqu'il y avait un autre secteur qui a suivi, puisqu'il y avait beaucoup de machines qu'il fallait construire, et ça demandait du fer, l'autre c'était la métallurgie. C'est-à-dire que la production du fer et des métaux. Donc, les deux premiers secteurs de la révolution industrielle, non, ce n'était pas l'informatique, par exemple, ce n'était pas l'industrie des voitures, ce sont des secteurs qui vont exploser plus tard, on va avoir leur phase. En origine, c'était le textile et la métallurgie. D'accord? Question, Adam. Déjà répondu. Éloi. Déjà répondu. Question? Alors que maintenant, les facteurs de la révolution industrielle. Quels sont les facteurs qui ont déclenché la révolution industrielle? Il y en a 9. Moi, je fais une liste de 9. D'accord? On essaie de les dire comme ça, par intuition. Puis, je vais vous montrer la liste que vous allez noter. Alors, il y a ce qu'on vient de dire,
l'urbanisation, ça veut dire que la disponibilité de main-d'œuvre. Les gens vont vivre en ville, donc les usines ont besoin de personnel et ils ont des gens disposés à payer, à travailler avec un salaire bas parce qu'ils sont abondants. D'autres? La découverte de l'Amérique, elle a permis à l'Europe d'avoir plus de ressources, par exemple. Oui, en effet, on pourrait classer ce que tu dis en un double avantage, un double facteur. Un, les ressources. Par exemple, en Amérique, on produit du coton. Et en Angleterre, on achète des colonies le coton, d'accord? Donc, une disponibilité de ressources, de matières premières. Hein? Ben, le coton, tu fais le filage avec la laine, avec le coton. Mais le fait d'avoir des colonies, c'est un autre avantage. Ils vont vendre, une fois qu'ils ont produit les tissus, ils vont les vendre aux colons qui sont en Amérique. Donc, les colonies, l'Amérique, les îles, les rapports avec l'Inde, avec l'Australie, c'est du marché. Parce que si l'industrie produit beaucoup, mais à un moment donné, il faut que tu les vendes. Si tu ne les vends pas profitable. Et aux autres, ils ont un grand marché. Le grand marché, c'est les colonies. Donc, voilà que l'Amérique, l'induction était bonne. Éloi. Oui, les villes sont plus grandes. Adam? Mais il y a toujours eu de petites guerres. Ça dérangeait, mais pas trop. Notre élément? La production. Indirectement, oui. Innovation technologique? Oui, innovation technologique. Bravo. Innovation technologique. Or, on a dit que les machines ont besoin d'un moteur, d'une force motrice. On a nommé le courant d'eau comme un moulin. Mais ils ont bientôt eu accès à un autre moteur. Lequel? Oui. Exact, la machine à vapeur. La machine à vapeur, d'accord? Un élément fondamental, c'est qu'à un moment donné, à cette époque, ils ont perfectionné quelque chose que les Grecs connaissaient déjà et utilisaient pour faire des effets spéciaux dans les théâtres, le théâtre de Dionysos à Athènes. Maintenant, on l'utilise pour faire un mouvement. Un levier qui monte et qui descend. La machine à vapeur utilise la force du vapeur. Il prend un contenant plein d'eau, d'accord? Il le réchauffe avec du charbon, d'accord? Quand la vapeur s'échappe, il y a un levier qui monte et puis qui descend. Avec tout un système d'engrenage, tu fais des machines. Alors, on va voir quels sont ces facteurs. Vous en avez dit plusieurs. Alors, ici, moi, je n'ai fait une liste de 9. OK? Quand vous viendrez ici en avant, il faudra à mettre en évidence au moins 5, être capable, sans les lire. Alors, le premier, empire colonial. C'est un avantage, un très grand marché. On l'a dit tantôt. D'accord? Si on produit beaucoup, on doit vendre. À qui on vend? Il y a le marché des villes en Angleterre, mais il y a aussi les autres villes, le marché triangulaire, le commerce triangulaire qu'on peut exporter. Donc, si on exporte, on peut produire plus. Un autre avantage, c'était aussi la flotte. L'Angleterre, pendant toute l'époque coloniale, était la plus grande puissance maritime, avait la flotte la plus développée. L'Angleterre dominait les mers. Une flotte mercantile, des navires marchands, mais aussi militaires, parce qu'il y avait les pirates, il y avait les ennemis, il y avait toujours des guerres pour protéger les bateaux marchands, les bateaux qui amènent les marchandises. Les autres, ils ont eu la flotte la plus puissante du monde. L'autre, la disponibilité des matières premières. D'accord? Disponibilité de laine. Si vous allez en Angleterre, moi je suis allé faire tout un voyage en voiture en Écosse. Il fallait faire attention à chaque virement parce que tu pouvais te trouver un mouton de l'autre côté. D'accord? Et c'est pas rare que tu écrases un mouton. D'accord? Tellement il y en a aujourd'hui. Au XVIIIe siècle encore plus. Donc, énormément de laine.
Et puis le coton. D'accord? Que même après l'indépendance américaine, ils auront des relations commerciales avec les États du Sud des États-Unis qui leur vont vendre du coton. Disponibilité des main-d'œuvre. D'accord? Que ces gens qui vont en ville et qui sont disposés à travailler pour des salaires très bas, parce qu'ils sont au chômage. L'innovation technique, l'invention de la machine à vapeur. Donc, on a une source d'énergie, une source de mouvement qui, par un système d'engrenage des machines, on perfectionne et donc c'est fait le filage. Et puis, le carburant. Parce que la machine à vapeur, pour faire de la vapeur, il faut faire le feu. Et en Angleterre, il y a beaucoup de mines de charbon, ou beaucoup de bois, surtout les charbons. Aujourd'hui, le charbon, on l'utilise presque plus. On a de la misère avec l'essence et le pétrole. Imaginez le charbon qui est encore plus polluant. En effet, un des effets secondaires de l'industrialisation, nous savons, c'est la pollution. Non? Puis, il y a un aspect idéal, d'accord, d'idée, le libéralisme. D'accord, il va y avoir un courant de pensée, une doctrine économique qui va inciter les gens, ceux qui ont l'argent, à l'investir dans les usines. D'accord? À investir dans les usines. Facteur idéologique. Le libéralisme, c'est une doctrine économique qui incite les gens à investir dans l'industrialisation. On parlera de ceci dans un des prochains cours, plus en détail. Et puis encore, la disponibilité des capitaux. Okay? Parce que pour commencer une industrie, une usine, ça prend de l'argent. D'accord? Et en Angleterre, il y avait des gens qui étaient tellement riches qu'ils pouvaient investir et acheter les machines, acheter les édifices ou implanter des usines. Dernière, la méthode expérimentale. C'est-à-dire cette mentalité de créativité qui met au service de la technologie les connaissances scientifiques. Et donc, qu'on invente toujours de nouvelles machines. Il va y avoir à cette époque les ingénieurs mécaniques, profession qu'avant il n'y avait pas. Des gens payés, non pas pour travailler manuellement, mais payés pour penser pour comment améliorer de plus en plus les machines. Donc, les philosophes, ils pensent sur la réalité en général. Les ingénieurs, c'est utiliser la rationalité dans la technologie. Comment améliorer la technologie. D'accord? Ceci sont les 9 facteurs que j'ai voulu mettre en évidence. Comme vous voyez, c'est difficile à les retenir si vous faites un effort de mémoire, un effort mnémonique. Mais si vous y pensez, on a besoin de la matière première, on a besoin des machines, on a besoin de la main-d'œuvre, on a besoin de ceci, il faut vendre les choses, c'est plus facile à retenir. Si on y va par raisonnement. Adam. Ben, plus tard, oui, ça va se répandre. Ça va se répandre un peu partout, ça va se généraliser. Sobto. La première université, c'était en Afrique. C'est une autre histoire, oui. Mais en quoi la flotte maritime, ça aide à aider à l'industrialisation? Et parce qu'une fois que tu as produit du tissu, il faut le vendre. Et pour le vendre, il faut le transporter. Et pourquoi le militaire? Parce qu'il y a toujours des pirates, toujours des guerres qui attaquent tes bateaux machins, et donc ça prend des bateaux militaires pour les protéger. D'accord? Pour chaque bateau. Comme Rome, une des raisons de la prospérité de Rome, c'était la marine, la force de la marine qui écrasait tout pirate dans la Méditerranée. Une fois que Rome a perdu sa marine, c'était le déclin économique, parce que tous les échanges commerciaux qu'il y avait commencent à décliner. Donc, pour chaque bateau, il y a un bateau militaire. Ce n'est pas une équation aussi facile à faire, mais c'est sûr que la marine militaire défendait la marine marchande.
D'accord. De quelle façon, plus en détail, il faudrait faire une recherche pour savoir. Dernier mot-clé d'aujourd'hui, les transports. La révolution industrielle a un impact aussi sur l'évolution des systèmes de transport. L'industrie a besoin de plus en plus de transports parce qu'il faut, plus on produit des marchandises, plus on a besoin de matières premières et plus il y a des transports. Non? Et donc, à partir du XVIIIe siècle, on invente de nouveaux moyens de transport. Le bateau existait déjà. Oui, le bateau à vapeur et l'autre. Donc, sur les bateaux qui existaient déjà se modernisent, deviennent beaucoup plus rapides parce que cette nouvelle invention, on la met sur le bateau à vapeur. Et l'autre, Hakim, c'était quoi? Le train. Le train. Cette machine à vapeur, évidemment, ils ont essayé d'inventer des voitures avec la machine à vapeur. Non? Mais c'était trop compliqué. Ça n'a pas marché. Ça prend un gros moteur et puis ça prend une grosse réserve de charbon en arrière. Oui, ils en ont fait certaines voitures, ils ont changé les chevaux, mais ça n'a pas eu un grand résultat. Par contre, sur rail, ça a bien fonctionné. D'accord? On met des rails. La première voiture, c'est la locomotive, puis un wagon pour le charbon et on fait une locomotive tellement puissante qu'en arrière, tu peux mettre 5, 10 wagons, tout plein de marchandises ou plein aussi de passagers, et ça va plus rapide. Donc, au 19e siècle, à la suite de l'industrialisation, ça va se répandre de plus en plus le chemin de fer. Et au 19e siècle, on aura en Europe, pour la première fois, un réseau de transport, de communication sur Terre plus développé de celui-là de l'Empire romain, grâce au chemin de fer. C'est l'application de la machine à vapeur sur rail. Adam, ta question. Oui, ça viendra plus tard. C'est avec l'électricité. En effet, au 19e siècle, d'accord, il y aura celle que certains appellent la deuxième révolution industrielle, qui est représentée par la diffusion de l'électricité. D'accord, nous sommes à la première, où vraiment le protagoniste est la machine à vapeur et le charbon. La deuxième moitié du 19e siècle, il va y avoir l'électrisation. Alors,